je suis cinéphile de mon temps, je suppose. Mhm. Et si je devais définir ma cinéphilie en un mot, je pense que ce serait Héréditaire. Parce que j'ai deux parents qui sont cinéphiles. Alors chacun à leur manière. C'est-à-dire que mon père, par exemple, ne voit aucun film frais, aucun film contemporain. Et il me parlait toujours en boucle de 3 films. Donc du coup, pour moi, mon père se résume à 3 films. C'est Johnny Guitar de Nicolas Ray, Quand passent les cigognes de Kalatozov et Le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Et donc du coup donc j'ai d'un côté ces 3 films de mon père et du côté de ma mère. Elle, au contraire, elle voit un peu tout ce qui sort actuellement, essentiellement les gros films à réessai porteurs, Allen, Almodovar et compagnie. Et quand j'entrais au collège, elle m'a fait voir énormément de films classiques. Et donc du coup, grâce à elle, j'ai vu encore une fois Allen, Almodovar, les frères Cohen, mais aussi John Ford, Lou Beach, Capra, énormément de Hitchcock. Et tout voilà un peu tout l'âge d'or du cinéma américain, John Huston, Howard Hawks, Billy Wilder, etc. Et donc, ouais, du coup, la cinéphilie est quelque chose un peu pour moi d'héréditaire, mais aussi d'autodidacte, parce qu'au bout d'un moment, avec Internet, etc., j'ai commencé à fouiller par moi-même et à trouver plein de nouveaux films, plein de nouveaux courants, plein de nouveaux genres. Et donc voilà. Du coup, c'est pas un mot, c'est deux, mais c'est héréditaire et autodidacte. Donc, c'est très bien comme ça. Et du coup, tout de suite, sans plus attendre, on passe au portrait. Allons-y. Et la première question, vu qu'on est au mois de juillet, au 400 coups à la Cinémathèque, un film d'été. Et qu'on boit du pastis en plus. Exactement. Alors pour moi, le film d'été un peu par excellence, c'est un film qui est plutôt récent, c'est Everybody Wants Some de Richard Linklater. Pour une raison assez simple, c'est que c'est à la fois un film extrêmement estival, c'est-à-dire que on a une bande de potes qui boit, qui fume, qui se baigne, etc. Mais qu'en même temps, le film sonne les derniers jours de l'été, puisque c'est les 3 derniers jours des vacances scolaires avant l'entrée à l'université du personnage principal. Bon, et pour plein de raisons, c'est un film qui me passionne, notamment parce que j'adore comment Linklater joue avec le temps, et notamment comment le film se rapporte à un film qu'il a fait il y a 20 ans, qui est Dazed and Confused, Génération Rebelle. Génération Rebelle prend le parti en une soirée de raconter le dernier jour de lycée d'une bande de lycéens, alors que là, Everybody Wants Some, justement, fait le courant inverse, c'est l'entrée à l'université. Et ce qui me passionne dans le film, c'est la manière dont Linklater arrive à créer à donner corps à des personnages, à créer un esprit de groupe dans un temps extrêmement réduit, que ce soit à la fois le temps filmique, puisque le film dure 1h40, mais en même temps, voilà, sur 3 jours, on a l'impression qu'à la fin, ces personnages se connaissent depuis toujours. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant dedans, et c'est un film qui est jouissif, joyeux, extrêmement sensible. Ça réunit pour moi à peu près toutes les conditions du beau film d'été. Et sans transition, on va passer à l'Arme Blanche. Alors, Ou à l'Arme de courbe, parce que je crois que tu as détourné la question. J'ai un peu détourné la question, sachant que j'aime les meurtres à l'arme blanche, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai toujours été très marqué par les meurtres à l'arme blanche. Ça vient depuis le film noir Hitchcock, et ça s'est développé après pour mon goût pour Dario Argento et le giallo. Et c'est sûr qu'il y a un truc que j'adore chez Argento, c'est la variété des armes blanches qui servent à tuer. Alors ça peut être tout simplement le couteau, qui est l'arme de fétichisation par excellence d'Argento, mais ça peut être aussi un bout de verre qui va permettre d'égorger une victime, ça peut être la mort par pendaison, des personnages qui sont défenestrés. Et donc du coup il y a toute une variété comme ça de meurtres à l'arme blanche Argento qui sont passionnants. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film fantastique, enfin le film de peur italien de cette époque-là, c'est la place qu'ont les animaux par rapport aux cadavres. Et donc pour moi, il y a deux scènes qui sont emblématiques de ça. C'est dans Opéra de Dario Argento, où il y a une idée absolument extraordinaire, où c'est les corbeaux, donc c'est une mise en scène d'opéra, et ce sont les corbeaux qui vont attaquer le tueur. Parce que le tueur a tué un corbeau, et donc du coup les corbeaux ont cette faculté de retrouver la personne qui a agressé un des leurs. Et donc du coup en plein opéra, donc c'est le Macbeth de Verdi, et en plein opéra les corbeaux vont être lâchés et ils vont attaquer. La caméra montée sur grue va tourbillonner et vont attaquer le tueur.
et il y a un corbeau qui va arracher l'œil du tueur et qui va l'avaler. Et donc il y a toujours eu une sorte à la fois de dégoût et de fascination pour cette scène-là. Bon. Et puis bon, bah là la transition elle est toute trouvée, de la violence on va passer à l'amour. Et du coup si t'étais une étreinte, une accolade, un câlin dans un film. Alors là aussi je vais un peu tricher parce que c'est pas une étreinte à proprement parler, mais c'est vraiment la caméra qui crée un rapprochement entre deux personnages. C'est dans la scène charnière de Chungking Express de Wong Kar-wai, où la première moitié du film concerne un personnage qui est à la recherche d'une femme qui est une dealeuse. C'est un flic qui est un peu loser sur les bords, qui a beaucoup de mal à se remettre d'une déception amoureuse. Et un jour, il va dans une sorte de comptoir de street food et il tombe amoureux de la serveuse. Et là, la caméra fait un arrêt sur image et on a la voix off de ce premier personnage qui dit j'ai à peine posé les yeux sur elle que quelques heures plus tard, son cœur était déjà pris. Et on a une transition absolument extraordinaire où c'est le personnage de Tony Leung, qui est donc du coup le deuxième personnage qui est un autre policier, qui apparaît comme ça, il sort de l'arrière-plan, il apparaît vers la caméra au son de California Dreaming de The Mamas and Papas. Et donc il va voir la serveuse et il lui demande une salade du chef. Et elle écoute du coup les Mamas and Papas à fond, elle l'écoute à peine, il lui pose des questions, elle y répond de manière un peu dérobée. Et au final, elle lui demande qu'est-ce que vous aimez. Et le personnage de Tony Leung lui fait un signe et il lui souffle ce que j'aime, c'est les salades du chef. Et donc là, elle comprend qu'elle lui a préparé un kebab et qu'elle était à côté de la plaque, mais surtout dans ce plan-là, où il lui dit de s'approcher et qu'il lui souffle à l'oreille qu'il aime les salades du chef, Wong Kar-wai utilise un objectif très, très étrange, et il a une manière quasiment de superposer les deux visages qui font qu'ils se retrouvent comme ça unis dans le plan, alors qu'au final, on se rend compte sur le plan d'après qu'ils ont quand même, qu'ils sont à 50 cm d'écart, alors que sur le plan précédent, on a vraiment l'impression que les deux visages se touchent. Et donc du coup, voilà, c'est une sorte une accolade virtuelle qui est créée par la mise en scène que je trouve absolument sublime. Ouais, surtout qu'il y a une dimension vachement tactile, quoi, même dans cette mise en scène. Oui, totalement, ouais. Tu t'en sors bien dans ce détournement, encore une fois. J'ai longtemps travaillé, faut pas le dire, mais j'ai longtemps travaillé. Et du coup, on passe à la deuxième partie. Je pense qu'il te tient à cœur les conditions de visionnage. Et je t'ai demandé quelle était ta place préférée dans la salle de cinéma, en général. Oui, toutes salles confondues. Alors forcément, tout dépend de la salle. Ça va dépendre de la hauteur de l'écran, du dénivelé de la salle, parce que du coup, je suis un peu dogmatique sur ces questions de placement. Et c'est Darius Khondji, le chef opérateur, qui disait que pour être bien placé dans une salle, il fallait avoir la même distance que la hauteur de l'écran. C'est-à-dire que si on a un écran qui fait 6 mètres de haut, il faut se mettre à 6 mètres de l'écran. Et donc du coup, c'est un truc que j'ai... Pas que je reproduis, mais je pense qu'inconsciemment ça fonctionne parce que je suis un peu un adepte du 3e ou 4e rang. C'est-à-dire être très près de l'écran sans avoir à trop lever la tête. Et c'est un truc qui est resté. Je cherche à chaque fois d'avoir le 3e ou 4e rang toujours bien centré et pour être le plus proche possible de l'image. Et du coup, sans vraie transition non plus, on va passer à une question qui me tient vraiment à cœur aussi pour des raisons lointaines, personnelles, je sais pas, mais c'est le sommeil au cinéma. Et une question qui m'inquiète toujours aussi, c'est est-ce que c'est bien de dormir devant les films et devant quel film ? Et t'as une réponse à cette question ? Alors, c'est bien de dormir devant les films, oui et non. Je pense qu'il y a des films devant lesquels il faut absolument pas sortir, il faut toujours rester dans il faut rester dans le flux que propose le film. Donc, comme ça, béatement, je te dirais non, il faut jamais dormir. N'empêche qu'il y a des films qui s'y prêtent. Alors d'un côté, il y a les nanars, quoi. Enfin, récemment, ça m'est arrivé devant à peu près tous les gros blockbusters américains que j'ai vus, où ma seule échappatoire c'est de dormir parce que je quitte pas la salle par principe et que voilà. Mais quand je m'ennuie comme un rat mort, du coup je préfère taper un petit somme et me réveiller de manière aléatoire. Je suppose que quand je me réveille, c'est le moment où je dois me réveiller.
Mais sinon, je pense aussi qu'il y a des films qui s'y prêtent, et même des réalisateurs qui s'y prêtent, et notamment des réalisateurs qui aiment bien comme ça jouer avec le sommeil. Donc je pense à Wuxia Ossian qui dit que c'est tout à fait normal de dormir devant ses films. Je pense à Tsai Ming-liang, à Tarkovsky, à Miguel Gomez, euh, et plein d'autres. Il y a des personnages comme ça qui aiment bien faire des films très éthérés, même Terrence Malick parfois ça peut s'y prêter. Et j'aime bien cette idée de se laisser bercer par le film, de s'endormir et de se réveiller, de découvrir voilà, ce qui se passe une demi-heure, 45 minutes plus tard dans le film. Et après, il faut faire ça avec parcimonie. Je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Moi j'ai le souvenir de voir quand même un peu du film. Voilà, et moi j'ai le souvenir du Andrei Roublev de Tarkovsky qui dure 3 heures. Et dans mes souvenirs, j'avais vu le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. Et donc entre temps, j'ai un trou de 2h30 parce que j'ai fait littéralement la meilleure sieste de ma vie devant un film. Et des choses comme ça qui restent. Et donc du coup, j'ai un souvenir inoubliable du début, j'ai un souvenir inoubliable de la fin. Et entre temps, bon, après, j'ai revu le film pour combler mes manques. Mais ouais, tout dépend du film, tout dépend de l'intention. Mais je pense que de temps en temps, dormir au cinéma, ça va du bien. Bon, ça reste une question à creuser, sommeil et cinéma. Oui, je pense qu'on n'en fera pas tout de suite le tour. Du coup là on va passer au gros morceau de cette émission, à savoir la carte blanche. Je sais pas si je saurais la raconter de l'intérieur, Non, mais il y a une scène que j'aime beaucoup, toute une enfilade de scènes dans un film précis que j'aime beaucoup parce que je trouve que le film s'y prête assez bien dans la mesure où il est extrêmement sensoriel. Et c'est le Barfly de Barbet Schroeder avec du coup Mickey Rourke et Faye Dunaway. Et donc ce film-là qui est plus ou moins, même plutôt plus que moins, tiré de la vie de Bukowski. Barbet Schroeder qui était un très grand ami de Bukowski, il a notamment réalisé les Bukowski Tapes, etc. Il y a des scènes, il y a plein de scènes qui se passent dans un bar, dans le même bar d'ailleurs, où tous les soirs, quasiment, Mickey Rourke adore se battre avec le serveur. Et donc du coup le film, c'est à peu près un des principaux ressorts dramatiques du film, c'est que Mickey Rourke se bat contre le serveur, et c'est toujours un truc qui m'a beaucoup fait rire parce que ça fait appel à plein de choses de mon enfance, notamment à Dragon Ball, pour une façon très simple. C'est que le personnage de Mickey Rourke, quand il se bat face au serveur, des fois il gagne cette baston parce qu'il a mangé, et quand il se fait tabasser par le serveur, c'est qu'il a faim. Ce qui est exactement la même histoire que Sangoku dans Dragon Ball. Donc ça m'a toujours fait beaucoup rire, le parallèle totalement absurde entre les deux. Mais donc du coup voilà, j'aime beaucoup ces scènes à l'intérieur du bar parce qu'elles ont quelque chose d'extrêmement moite. On sent c'est un rad absolument dégueulasse, avec que des poivreaux comme piliers de bar, avec un très long zinc comme ça qui fait vraiment toute la longueur de la salle. Et il y a quelque chose d'assez passionnant de voir tous ces personnages totalement amochés par la vie. Le personnage de Faye Dunaway qui est alcoolique au dernier degré, et qui du coup en plus Faye Dunaway qui était un peu blacklistée à Hollywood parce qu'elle-même elle a eu des problèmes d'addiction, de dépendance, et donc c'était vraiment un rôle qui n'était pas du tout de composition pour elle, quoi. Et donc il y a quelque chose de très touchant d'avoir cette atmosphère extrêmement brumeuse, sale, quasiment déliquescente, et de voir voilà, ces personnages totalement à vif, qui évoluent dans ces volutes de fumée, dans cette moiteur ambiante. Et c'est totalement sublimé par la photo de Robbie Muller, qui est le directeur de la photo de beaucoup de films de Wenders, qui venait de faire Paris, Texas à l'époque, et qui juste après fera un des films de Scorsese les plus sous-estimés, qui est Tombeau ouvert avec Nicolas Cage, et qui a cette manière comme ça de savoir mettre en scène non seulement la fumée, ce qui est peut-être bête à dire, mais c'est très dur je pense de bien filmer la fumée, il le fait très bien, et surtout les néons. Et dans Barfly, voilà, les quelques lumières qui transpercent ce bar viennent de néons, et voilà, j'adore l'atmosphère, et j'adore surtout voilà, l'esprit toujours très presque cartoonesque dans ces scènes-là. C'est-à-dire que quand Mickey Rourke, pour boire, va provoquer le serveur en disant « si je te bats, tu me donnes à manger et à boire »,
et que voilà, et quand ils vont dans l'arrière-cour pour se battre, on a tout ce phénomène de troupeau, c'est-à-dire tous les clients qui sortent pour un peu pour voir le spectacle du soir, quoi. Et voilà, c'est toute une enfilade de scènes dans le film que je trouve superbe. Merci déjà de parler de ce film que j'aime énormément. Et puis bien vu aussi faire un petit lien, jeter un pont entre Dragon Ball et Barbet Schroeder. Ah mais il faut. C'est à ça que sert l'émission, hein, donc merci pour ça en tout cas. Et du coup, bon, on va passer à l'avant-dernière question déjà de Déjà cette petite pastille, oui, qui est liée à la transmission du cinéma, parce que bon, tu as fait partie de moult ciné-clubs, t'écris pour Vu et Corrigé, et pour le catalogue de restauration de la Cinémathèque. Tout à fait, ouais. Et je t'ai demandé sur quoi tu avais jusqu'à présent préféré écrire en fait. Alors, j'ai écrit sur quelques sujets à droite à gauche. Après, je tiens à dire aussi que je ne suis spécialiste de rien. J'aime avoir, j'essaye d'avoir une cinéphilie extrêmement diversifiée, etc. Donc au final, au fur et à mesure, je regarde de tout, j'essaye d'écrire un peu sur tout, mais je suis spécialiste en rien. Donc je vais parler de mon principal sujet d'étude du moment, qui est le numérique, et je travaille énormément sur le numérique dans le cinéma, notamment dans le cinéma américain du début du siècle, avec deux ports d'entrée que sont Steven Soderbergh et Michael Mann. Et donc du coup c'est un peu mon gros chantier d'écriture en ce moment, parce que ça va peut-être aboutir à soit un livre, soit une thèse, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai cette question de la caméra numérique dans le cinéma américain, comment ça a un peu renouvelé la grammaire des images, de mettre en scène l'action essentiellement. Et c'est assez drôle de voir qu'au final, on est plus de 15 ans après la transition numérique. C'est intéressant de savoir, de constater qu'au final, il y a très peu de cinéastes qui se sont emparés de la caméra numérique pour proposer quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça se compte quasiment sur les doigts d'une main, ces cinéastes qui se sont renouvelés du tout au tout avec le numérique. Michael Mann, Steven Soderbergh. En France, on en a quelques-uns avec Jean-Luc Godard, avec les Straub, avec Chris Marker aussi. Mais je pense même les grands cinéastes actuels qui sont passés au numérique, je pense tout de suite à David Fincher par exemple, j'ai pas l'impression que leur mise en scène et leur point de vue sur les images, de concevoir une mise en scène, un découpage, a pas radicalement changé avec l'arrivée du numérique. Et donc du coup ça m'intéresse un peu de creuser comment les cinéastes qui s'en sont emparés, il y en a plein d'autres, il y a aussi Peter Greenaway, etc. Ça m'intéresse de voir comment ils se sont emparés de ce médium et comment le support numérique les aide à concevoir des images qu'ils n'auraient pas pu concevoir autrement à l'époque de l'argentique. Et enfin, on passe à la conclusion avec une question qui nous est tous très, très chère, je suis sûr, à savoir la notion de film refuge. Des films refuges, oui, alors je crois que c'est la seule question pour laquelle j'ai pas tergiversé une seule seconde, parce que c'est un peu une évidence pour moi, c'est Last Action Hero de John McTiernan, qui est alors un film que j'ai vu très très jeune, parce que du coup mes grands frères avaient la VHS, donc j'ai vu la VHS de mes grands frères, je l'ai vu et revu, j'ai dû voir le film à peu près 150 fois. Plus tard, je l'ai revu en VO, mais bien plus tard, peut-être 15 ans plus tard. Et c'est marrant parce que le voyant en VO, la qualité du film n'en est que décuplée, mais surtout le fait de le voir en VO et sur grand écran en 35 mm, il y avait quelque chose de très bizarre. C'est comme si le film n'avait pas changé, c'est-à-dire que je me rappelais de chaque scène, de chaque séquence, et tout le film est absolument parfait. Mais en même temps, je découvrais de nouvelles choses, et notamment par rapport à John McTiernan, sa manière forcément de concevoir l'espace, parce que c'est peut-être la grande force de John McTiernan. C'est un peu la tarte à la crème, mais le premier Die Hard, qui est un film vertical, parce qu'il se passe dans une tour de verre dans Los Angeles, qui est une ville plutôt horizontale, et c'est tout l'inverse dans Die Hard 3, puisque c'est un film qui se passe dans New York, mais de manière totalement horizontale, alors que New York c'est la ville des buildings par excellence, et donc c'est une ville verticale. Et donc il y a toujours comme ça un jeu d'espace chez McTiernan. Et il y en a aussi dans La poursuite d'Octobre Rouge, qui se passe entièrement dans un sous-marin,
ou dans un de ses films totalement sous-estimés qui est l'affaire Thomas Crown. Et l'affaire Thomas Crown a une scène de fin qui est une scène de casse dans un musée qui se passe à la fois à travers des écrans de caméras de surveillance et dans le musée, et qui est une scène absolument extraordinaire dans le montage, le découpage, il y a une sorte de fluidité de l'action qui est absolument incroyable. Et du coup, Last Action Hero retrouve ça, cette idée voilà, d'espace, mais c'est un espace totalement fantasmé parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre qui rentre dans le film d'action de la série, la saga des Jack Slater, donc Jack Slater qui est un personnage fictif interprété par Schwarzenegger. Et je pense qu'il n'y a pas la personne mieux que McTiernan, des Predators. Et ensuite, avec Last Action Hero, personne mieux que McTiernan a su saisir Schwarzenegger, notamment comme un personnage, plus qu'un acteur, c'est un personnage, c'est une musculature qui est absolument impressionnante, et voilà, qui en fait un personnage de fiction qui est un peu jamais à sa place et qui recoupe un peu l'histoire de Schwarzenegger, qui est autrichien, qui va à Hollywood. Et donc voilà, c'est un film qui me touche énormément, d'une part parce que voilà, quand j'étais gamin, je m'identifiais au personnage du petit Danny qui rentre dans le film, et après bien plus tard je me suis un peu identifié à McTiernan qui fantasmait le cinéma, de manière il y avait une sorte de croyance extrêmement forte, notamment à la fin. Donc les personnages ressortent du film, ils arrivent à New York, et il y a le personnage de Max von Sydow dans le 7e saut de Bergman qui sort du 7e saut sous les traits de Ian McKellen. Et voilà, il y a une sorte de croyance dans le cinéma, et je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez quand on parle de McTiernan. Donc oui, il y a la maestria du montage, du découpage, de la gestion de l'espace dans les scènes d'action, mais il y a aussi une croyance dans le cinéma et une naïveté là-dedans que je trouve très touchante. Donc ouais, voilà, c'est mon film refuge, et c'est vraiment, je pense vraiment que c'est le seul. Dans d'autres films, j'ai des séquences refuge, mais voilà, Last Action Hero, c'est vraiment un tout. Voilà. Là, c'est difficile de leur rajouter quelque chose, parce que j'en parlerai jamais aussi bien que toi, je pense. Mais... Et du coup, merci de t'être prêté. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Et nous remercions également Anna Mandico pour les illustrations et Gabriel Régnier pour la musique.